Yep. Bonjour à tous. Vous avez bien digéré? Non, apparemment non. Vous êtes en train en tout cas. Donc vous savez pourquoi on est deux d'ailleurs sur scène là? C'est bien. C'est Je sais pas qui a dit, Elle est mais très très bien celle-là. Parce qu'en fait donc il y a un chatbot et un humain et l'objectif à la fin de la présentation c'est de savoir lequel de nous deux est le chatbot ou lequel est l'humain. Et là, c'est le bug. Et là, c'est le bug. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent, qui ont un Google Home, ça arrive souvent d'entendre. Et là, c'est le bug. Quand il ne sait pas, il ne sait pas trop quoi répondre. Donc, on va parler de chatbot. Donc, ça fait déjà un an ou deux qu'il y a pas mal de talks un peu plus introductifs sur le thème des chatbots. Et là, on souhaiterait montrer des choses un petit peu plus avancées sur ce thème-là. Et en particulier côté assistant Google, c'est-à-dire tout ce qui est sur Google Home ou sur vos téléphones, mais Android et iOS d'ailleurs, j'allais dire juste Android, quand vous voulez interagir avec Google, on va dire Google Search, etc., avec la voix. Et on utilisera aussi un autre outil, Dialogflow. Donc là, on a Actions on Google pour étendre l'assistant Google et on a Dialogflow qui sont les outils qu'on va utiliser. On fait souvent des présentations ensemble. Yep. Moi, je suis Guillaume Laforge, là, celui qui est tout en dessous. Je travaille chez Google, je suis développeur advocate et je parle de plein de sujets différents, entre autres tout ce qui est machine learning, serverless, etc. Et justement, ces sujets chatbot et Dialogflow. Et tu es Pour ma part, je suis Wassim, je travaille chez Sphere. Et moi, mes sujets, ça va être plutôt web, donc Angular principalement. Chatbot, pas assistant, principalement aussi depuis un an et demi. Et aussi serverless, donc Cloud Function et équivalent. Yes. Donc si on regarde un petit peu historiquement, rapidement, on voit qu'on a des, peut-être pas des révolutions, mais en tout cas des évolutions notables dans l'informatique. Donc les mainframes en 77, quand ils ont sorti Star Wars, c'est plus notable que la sortie des mainframes. Enfin, l'arrivée des ordinateurs de bureau, les desktops, après Internet, c'est un petit peu plus tôt, mais ils ont dû essayer de caler, on a essayé de caler les dates sur des dizaines, c'est bien. Internet, sur le fait que toutes les applications sont devenues connectées, et puis après il y a eu la mode du tout mobile, mobile first, etc. Et là, depuis un an ou deux, c'est la mode des assistants. Et à chaque fois qu'il y a eu ces shifts progressifs, en fait, on essaie d'apporter plus de choses, plus d'informations aux utilisateurs. Les utilisateurs deviennent de plus en plus exigeants, veulent avoir des choses qui répondent tout de suite, qui comprennent encore mieux ce qu'on demande. Donc plutôt que de cliquer, que ça comprenne même la voix, ce qu'on dit, et qu'automatiquement ça aille rechercher les bonnes informations. Donc on voit cette évolution progressive. Et nous, donc, on va se focaliser sur cette dernière évolution, grâce à l'intelligence artificielle qui permettent de créer tous ces assistants-là. Et en particulier, donc, on va vous parler de l'assistant Google. Une question à poser. Qui connaît déjà ce produit-là, en fait? Qui a déjà utilisé, du coup, quelque chose en prod qui tourne? Moi. Okay. C'est intéressant aussi. Ouais. Donc, il y a à peu près les 3/4 qui connaissent, quasiment personne, je crois, en prod. Pour info, il y a des office hours juste après le talk. Ouais. C'est au premier étage, non? C'est ça à l'étage. Au fond, à l'étage, venez nous voir. Donc, si vous avez des questions, des use cases, des problématiques, on sera ravis d'y répondre. Yes. Et comprendre pourquoi vous n'avez pas de bot en prod. Et donc, l'assistant est disponible sur tout un tas de surfaces, on va dire. Donc là, nous, on a amené un petit Google Home. C'est disponible, comme je l'avais dit tout à l'heure, dans Android, iOS. Mais il y a aussi des nouveaux trucs, genre là, je ne sais plus comment ils s'appellent, là, les earbuds et compagnie, là, tous les casques intelligents avec l'assistant intégré. Et puis, sur les télés aussi. La télé, les télés, les ordinateurs, là, les nouveaux Chromebooks, ils ont même une touche, comme on avait la touche Windows sur les PC. Il y a mis une touche assistant pour lancer l'assistant. Et donc, ça fait 500 millions de devices, a priori, qui sont capables d'interagir avec l'assistant Google. C'est aussi disponible dans
mondialement de plus en plus, on va dire. En particulier, nous, ce qui va nous intéresser là aujourd'hui, c'est en français. On va faire une petite démo tout à l'heure en français. Français en France. En français et en France, oui, parce qu'il y a le français du Canada, du Québec, et c'est rigolo des fois. Par exemple, dans le simulateur qu'on va utiliser, des fois, il met le français québécois, et du coup, ça, le coup, il parle un peu comme ça. Je ne sais pas faire l'accent québécois. C'était risqué, ça. C'était risqué. C'était la partie la plus difficile de la démo, je pense. Enfin, on verra. Donc voilà, c'est disponible en France et en français. Et par exemple, les Google Home sont disponibles depuis l'année dernière. Je ne sais même plus quand, ça fait un an. Depuis octobre, je crois, l'année dernière. Octobre de l'année dernière, ça doit être ça. Donc, qu'est-ce que ça... Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes des développeurs comme nous. Ouais, développeurs dans la salle. Ouais. Yes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment vous pouvez vous-même créer des chatbots, des assistants? Et en particulier, donc là, on se focalise sur l'assistant Google, mais on peut créer des chatbots avec les outils qu'on va utiliser pour d'autres surfaces, pour des chatbots sur Facebook Messenger, pour je sais pas, des petites fenêtres de chat sur votre site web. On peut aussi utiliser les mêmes technos, même si nous, on se focalise un peu sur l'intégration particulière avec l'assistant Google. Donc, on a ce concept d'assistant Google, c'est un peu cette intelligence artificielle avec laquelle on discute. On a aussi Actions on Google, qui est en fait le framework finalement, qui nous permet d'interagir avec l'assistant et étendre l'assistant avec notre propre chatbot. Et ensuite, donc, toutes les devices avec des surfaces différentes. Donc, quand je dis surface, typiquement Google Home, c'est purement vocal, mais quand vous utilisez votre téléphone, on a aussi une interface visuelle où on peut afficher des choses plus riches et pas que juste écouter une voix. Et on le verra tout à l'heure dans la démo. Donc, Actions on Google. En fait, on peut interagir avec l'assistant aussi avec les API REST, mais on a aussi des modules, par exemple pour Node.js, qu'on peut utiliser. Et c'est ce qu'on va faire pour interagir avec l'assistant. Donc, si on fait, pour illustrer un petit peu le flow de ce qui se passe, donc si on demande quelque chose à Google, enfin là où je vais juste lui demander l'heure et puis on fera la démo après. Le micro est de nouveau opérationnel. OK Google, quelle heure est-il? Il est 14h02. Bon, truc tout con. Le micro est mis en veille. Merci. Donc là, quand on lui pose une question, qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc on a le... Attends, je vais peut-être utiliser le petit pointeur. Ça va être compliqué alors. Ouais, quoi que non, ça va être chaud là. Tu passes de l'autre côté. Ouais. D'ailleurs, les couleurs, elles sont... Vraiment... Est-ce qu'il y a des gens qui sont daltoniens dans la salle? Ah ouais. Bon, c'est... Nous aussi là en fait. Tout le monde comprend ce que c'est que d'être daltonien peut-être là aujourd'hui du coup. Parce que les couleurs sont complètement bizarres. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc quand on pose une question à l'assistant, donc il reçoit l'audio, et en fait, donc on va essayer de comprendre ce que la personne dit. Donc, on va utiliser des technologies de speech to text pour récupérer le texte de ce qui a été dit. Ensuite, ça va invoquer... Alors là, en l'occurrence, on utilise... les fonctionnalités intégrées de l'assistant, mais nous, ce qu'on va faire avec notre chatbot, on va parler avec notre chatbot à nous. Moi, j'aurais peut-être dû le faire en direct. Et en fait, on va appeler notre chatbot qui, là, donc l'icône hexagonale, là, c'est le... Imaginons que c'est... la plateforme Google Cloud, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être, ça peut être Amazon, Azure, chez vous aussi. Tout ce qu'on veut sur vos serveurs, etc. Raspberry Pi. On pourrait mettre un petit nuage, votre Raspberry Pi. Et en fait, la logique pourrait être, chez vous, vous faites ce qu'il faut. Donc là, par exemple, récupérer l'information de l'heure. Et ensuite, on va répondre à nouveau à l'assistant qui va répondre ensuite au Google Home en faisant cette fois-ci du text-to-speech pour avoir la voix, quoi, le son. Peut-être faire la démo avec le vrai assistant après. Ce sera mieux qu'on va faire juste après. Et donc parfois, en fait, typiquement, on a besoin de récupérer des informations dans une base de données. Je sais pas,
la liste des pollens, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, il faut récupérer cette liste-là quelque part à partir de votre logique métier pour récupérer les données, par exemple, dans une base de données. Donc voilà à peu près les flux, ce qui se passe quand vous interagissez avec, par exemple, un Google Home. Non, je ne sais plus si c'est toi qui le... Ça, c'est moi qui parlais, parlais, mais c'était censé présenter. Mais pourquoi il n'y a pas mon slide de démo là on l'a mis après. Ah oui, on aurait dû le faire. Bon, Donc, oui. je vais parler pendant que tu règles. règles. D'accord. Donc, là, la petite démo. J'ai posé la question s'il y avait des daltoniens. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont allergiques, des allergies? Moi, je suis allergique aux graminées. Ouais, en ce moment, c'est tout. top. Et donc, nous, on est par là-haut. C'est plutôt orange. Alors, par contre, du coup, avec la... on va pas voir où je vais faire comme ça. Donc il y a un site. C'est bon. Un petit peu. Allez, comme ça devrait marcher aussi. Ouais, bon, presque. Ouais, bref, on a une image avec. On a donc il y a un site de la. À chaque fois, j'oublie le. RNSA. Le. Je sais plus quoi, de national de surveillance aérobiologique. Réseau national de surveillance aérobiologique qui donne des informations par département sur les pollens, les allergènes qui sont disponibles. Oui, qui sont disponibles. Allez, je vais en prendre un peu. Je vais prendre un peu de graminées. Je vais reprendre un peu de. Le risque. Qui indique le niveau de risque pour les différents allergènes. Et je m'étais dit, donc Jean, est-ce que je suis obligé de prendre mes antihistaminiques pour aller au boulot ou pas? Et je pourrais me faire un assistant et le matin, je lui demande est-ce qu'il y a des graminées en ce moment ou des allergènes. Et je me suis dit, je vais faire un petit assistant comme ça là-dessus. Et c'est ce qu'on a fait. Et alors, on le fait dessus ou sur le... Ouais, on le fera après. Le micro est de nouveau opérationnel. Parler avec Pollen en France. Peut-être que je dis OK Google. Parler avec Pollen en France. Très bien. Je vous affiche la version test de Pollen en France. Bienvenue sur Pollen en France. Je peux vous indiquer le niveau de risque d'allergie au pollen en France par département grâce aux informations du Réseau national de surveillance aérobiologique. Quel est le risque d'allergie dans le Nord? Ah oui, en fait, on est dans en train. le 59 graminées, risque niveau 4, urticacée, risque niveau 2. Souhaitez-vous d'autres informations? Non. C'est bon. Non, merci. Non, merci. On est connecté en 3G en fait, c'est pour ça que c'est assez. Le micro est mis en veille. Ouais. Donc voilà, l'idée, ce qu'on a fait, c'est en fait, on veut avoir ces informations-là. Donc on a créé le code qui va bien, les dialogues qui vont bien dans les outils qu'on va voir, que Wassim va nous présenter après. Et on est capable du coup de répondre. Et on le verra aussi visuellement, parce que là on a utilisé la voix, mais on va le voir tout à l'heure. Tout à l'heure ouais. Tu veux faire. Ouais. Ok. Non, ou si on le fait tout de suite? Je t'en prie. Ouais, ok, ça marche. Alors par contre, avec la résolution, c'est un peu... Ok, vous voyez bien, on va le faire aussi. Donc quand on le fait... Ah ouais, c'est... Peut-être augmenter le volume. Je vais enlever ça, comme ça sera mieux. Donc là, on l'a vu avec... Alors là, il y a aussi la voix, hein, vous n'entendez peut-être pas. Bienvenue sur Pollen en France. Je peux vous indiquer le niveau de risque d'allergie au pollen en France par département grâce aux informations du Réseau national de surveillance aérobiologique. Donc en fait, on a aussi un simulateur, parce que là, bon, je ne peux pas vous le montrer comme ça sur le téléphone, mais on peut voir aussi les composants riches qu'on peut faire au-delà de la voix. Donc là, typiquement, j'ai une page d'accueil, je peux demander les risques d'allergie. Il va me reposer des questions parce que je ne lui ai pas dit dans quel département je suis. Donc, par exemple, moi j'habite dans le 94 et pof, il devrait me répondre ici. Voilà, et on voit par exemple, j'ai fait un tableau avec les niveaux de risque, ou si je veux voir des informations sur les graminées, je vais avoir aussi quelque chose d'assez riche qui va apparaître. On vous montrera comment on fait ça tout à l'heure. Et par exemple, avec des images, avec éventuellement des liens vers l'extérieur. Par exemple, sur le site du RNSA, je vois les endroits où on peut être le plus touché par ça. Okay. Voilà. Hop. Yes.
Donc justement, pour faire ce genre d'assistant, effectivement, il faut d'abord avoir un besoin. Donc là, le besoin, c'était Guillaume et ses problèmes. Donc on voulait lui faire plaisir. Après, effectivement, sur des projets, on va dire, pro et voilà, un peu, désolé, mais un peu plus sérieux, il y a toute une réflexion à faire avant sur les dialogues, sur la façon dont on va interagir avec la machine. C'est à peu près, c'était le sujet de la keynote de ce matin, sur l'UX, UI. Là, en fait, c'est VUX, c'est la Voice User Experience, en fait. Donc, ce genre de phrase, effectivement, c'est à traiter, c'est à on va dire, conceptualiser, à mettre en place avec des personnes compétentes, on va dire. Par cela, j'entends des linguistes, voilà. Nous, développeurs, en fait, on peut effectivement imaginer ce genre de discussion, ce genre de phrase que les clients vont poser, vont communiquer avec notre machine, mais c'est plutôt le travail, vraiment le rôle des ergonomes vocaux, j'allais dire. Ouais. Donc ici, par exemple, on a cette phrase-là qui permet de demander à l'assistant, voilà, il fait froid dehors, j'ai envie de quelque chose de chaud, j'ai envie d'une soupe par exemple, et je le veux tout de suite. Donc là, on a une phrase. Cette phrase-là, en fait, représente une intention. Donc là, mon intention, c'est que j'ai froid, j'ai envie de me réchauffer avec une bonne soupe. Vous remarquerez que dans cette phrase-là, il y a des zones, en fait, il y a des mots-clés, donc cold, warm, soup, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle dans le jargon en fait, des entités. C'est en gros, pour nous développeurs, c'est des variables, en fait, ouais. Dans une phrase. Voilà, on va pouvoir extraire, alors pas nous, mais l'outil Dialogflow par exemple, ce genre d'outils vont pouvoir extraire ces informations-là, ces entités. Comme ça, vous avez de 1, l'intention de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut une soupe? Est-ce qu'il veut faire un virement bancaire? Est-ce qu'il veut chercher des informations sur un pollen? Ou même plusieurs d'ailleurs. Et puis, quel est par exemple le numéro de compte? Quel est le type ou la valeur ou n'importe de ce qu'il ou elle essaie de chercher. Voilà, donc pour cela, on a besoin d'outils. Il y en a quelques-uns qui existent sur le marché. Nous, on va vous parler de Dialogflow parce que considère, et moi je ne travaille pas chez Google, et je considère pour l'avoir utilisé... C'est pour ça que c'est toi qui fais ça. Voilà. On avait bossé avec pas mal de clients, effectivement, et à chaque fois, on est vraiment content de cet outil, pour plusieurs raisons qu'on va présenter par la suite. Pour l'instant, on va rester sur la partie vraiment intent matching et l'extraction d'entités. Je vais peut-être faire la démo directement, ouais, vu qu'on a un peu déjà débordé. Voilà, donc Dialogflow, ça ressemble à ça. Il faut que je dézoome un peu plus. Vous me dites si vous ne voyez plus rien. Hop. Donc ici, je suis sur mon projet Pollen France, donc le bot qu'on vient de vous présenter. Et là, voilà, vous commencez par rédiger en fait votre ensemble d'intentions. Qu'est-ce que va faire mon bot? Donc là, par exemple, on a demandé des informations sur les allergènes, lister, donc avoir une liste complète, on va dire, de tous les allergènes de la base, et éventuellement le niveau d'allergène, et on peut avoir beaucoup plus. On peut même avoir des projets avec plusieurs milliers en fait, d'intentions sur des très très gros projets. Je vais aller sur celui-ci en 2G. Voilà. Donc ici, je fournis en fait à l'outil Dialogflow un ensemble, un petit ensemble, on va dire, de phrases type que les personnes vont dire pour interagir avec mon bot. Je mets vraiment l'action sur un petit ensemble parce que ces phrases-là, en fait, vont pouvoir alimenter tout le côté ML derrière, machine learning, qui est utilisé par l'outil Dialogflow pour apprendre, permettre à votre bot d'apprendre beaucoup plus. Bien sûr, si vous lui donnez 10 000 phrases, votre bot va mettre beaucoup plus de temps pour s'entraîner et pour apprendre de nouvelles choses. Donc généralement, on préfère donner une dizaine, une vingtaine de phrases avec des situations, des variations, des trucs vraiment différentes. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, en fait, là, la phrase que j'ai donnée tout à l'heure n'est peut-être pas exactement dans la liste. Laquelle? Il voit, je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais voilà, ouais, effectivement. Donc en fait, on n'a pas besoin d'avoir les mots exacts, mais il va faire un matching entre, tiens, ça ressemble pas mal à une de ces phrases qu'il y a là-dedans, donc ça veut dire que l'intent, l'intention de l'utilisateur, c'est justement d'avoir des informations sur un allergène.
y a un petit peu du matching flou. Exactement. Et ici, on remarque qu'on a variabilisé le nom du pollen en mettant, du coup, on va dire une entité. Si on le voit, vous voyez ou si, on le voit. Okay. C'est bon. Bien. Donc ça veut dire que là, je peux par exemple dire qu'est-ce que tu sais sur le, et je peux dire un nom de pollen qui va être matché du coup avec l'entité allergène. Donc c'est une entité que nous avons donc créée nous-mêmes. Donc on va dire ça s'appelle une custom entity dans le jargon de Dialogflow. Ça représente, c'est grosso modo un dictionnaire en fait, avec des synonymes de vos valeurs en fait, de votre métier, de votre besoin. Bien évidemment, alors on n'a pas un exemple ici dans ce projet-là, mais Dialogflow contient déjà pas mal d'entités built-in, par exemple l'heure, les numéros de vol, les couleurs, les départements, les adresses, pas mal de choses en fait. Je ne sais pas combien, il y a peut-être une centaine d'entités. Ouais. À partir du moment où vous avez besoin, par exemple, vous, d'une liste de pollen que manifestement Dialogflow ne peut pas vous fournir, vous la créez vous-même. Donc ça, c'est tout à fait possible. Bien sûr, après, derrière, on peut configurer ces variables-là. On peut les rendre, par exemple, obligatoires ou pas. On peut demander une liste de valeurs plutôt qu'une. Par exemple, là, on aura pu des informations sur plusieurs pollens voilà, à la fois. Les cyprès et les graminées. Exactement. Et puis, donc, tout ça se configure dans l'outil. Et tout en bas, vous avez ce bouton-là, Fulfillment, qui va représenter, alors, le schéma que tu as montré tout à l'heure, c'est le lien, enfin l'URL de ma logique métier, en fait. La logique va traiter cette demande. Donc là, effectivement, lorsque le bot nous répond avec les valeurs, nous, derrière, on a du code qui tourne quelque part, on va vous montrer après, qui va traiter la réponse, traiter la requête, construire une réponse, puis l'envoyer. Et après, ça va être transmis à l'assistant. C'est vrai qu'il y a aussi la partie dialogue qui est statique. Par exemple, quelle est la liste des allergènes? Je l'ai rentré en dur, donc je n'ai pas besoin... Oui. Éventuellement d'aller chercher ça dans la base de données quelque part. Mais pour après, dès qu'on veut faire des calculs ou de la logique, etc. Dans 99% des cas, vous allez devoir faire du code qui va vraiment traiter... Et là, on a besoin du fulfillment. Voilà. Donc le fulfillment, c'est une URL que vous fournissez donc, sur un serveur accessible en HTTP, en public. Je précise ça parce que quand on travaille avec des clients, ils sont super contents pour faire le projet au début, enfin le POC, mais arrivé au moment où on va mettre ça en prod, en fait, ils peuvent pas, parce que c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas ouvrir ça au public, pour des raisons de sécurité, bien sûr. Donc ça, il faut que ce soit clair dès le départ que si on va faire des bots, peu importe avec l'assistant ou n'importe quelle autre plateforme d'ailleurs, c'est surtout tous pareil, à un moment donné, il va falloir ouvrir quelque chose à l'extérieur. Sinon, voilà, c'est juste pas possible. Et bien sûr, vous le voyez ici, on ne l'a pas fait sur cet exercice-là, mais cette URL, on peut la sécuriser. On peut mettre des tokens, on peut mettre ce qu'on veut derrière pour s'assurer que c'est bien notre bot qui interroge notre IC et pas quelqu'un d'autre. Et puis derrière, notre proxy peut bloquer ce qu'il veut. Alors Dialogflow permet d'autres choses aussi, comme par exemple ce que je parlais tout à l'heure du machine learning. Donc, Dialogflow applique en fait, donc utilise toute la connaissance, toute la base de Google derrière, pour permettre à votre bot d'apprendre et s'améliorer. Mais il peut y avoir des fois, par exemple, où si je lui demande, je fais une requête, il ne comprend pas ce que je dis, ou il n'a peut-être pas matché la totalité. Donc là, il n'a pas compris. Pour cela, on peut récupérer l'historique en fait, des interactions avec votre bot et après corriger. Il y en a peut-être une en dessous. Voilà. Bon, alors le premier, c'est pas grave. Mais voilà. C'est l'événement. Ici, on voit bien qu'il a reconnu les phrases et il les a identifiées au bon intent. Là, il n'y en a pas. Ici. Là, il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas le montrer, mais il y en avait peut-être. Mais si voilà, vous remarquez qu'effectivement, la phrase n'a pas été matchée, à vous derrière de dire, OK, cette phrase-là, ça correspond à cette intent, puis à partir de ce moment-là, lui, il va réapprendre. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des utilisateurs qui vont trouver une autre manière de poser la question à laquelle on n'a pas pensé. Ça arrive tout le temps. Ça arrive toujours. Et c'est pour ça que quand vous mettrez votre bot en prod, il ne faut pas le laisser tourner tout seul. Il faut revenir régulièrement pour l'enrichir et de toute façon suivre en fait, l'avancement. Après, voilà, il y a beaucoup de choses sur Dialogflow. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là et puis suivre les slides. Des dialogues, des bouts de dialogue préexistants qu'on peut réimporter. Exactement. Il y a de l'analytics pour voir un peu par où sont passés les utilisateurs. Il y a pas mal de choses qui nous permettent d'améliorer progressivement le chatbot.
Donc tout ça, on en a parlé. Je pense que on peut skipper tout ça. Hop, les paramètres, donc c'est les entités. Les slot fill-in, en fait, c'est quand par exemple, vous avez une phrase, vous avez une intention un peu complexe où il va y avoir en fait des questions-réponses entre vous et le bot. Par exemple, tout à l'heure, tu lui demandais plus d'informations sur un pollen et la machine te demande dans quel département. Ce qu'on appelle le slot fill-in. Le bot ne peut pas répondre tant qu'il n'a pas toutes les informations. Donc c'est pour ça qu'il va en fait remplir les slots en se basant sur ce que tu lui as demandé. C'est un exemple là, des entités reconnues. Des types. C'est un peu des classes. Exactement. C'est les voilà. qu'on a, quoi. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est par exemple, il connaît aussi les monuments. Donc, si vous dites Tour Eiffel, il sait où que c'est à Paris, vous retournez la position GPS et ainsi de suite. Donc c'est super important. Et voilà. Et la liste est vraiment, vraiment énorme. Donc effectivement, nous là, on a fait notre propre entité. Avec ça les allergènes et puis très les simple. départements aussi. Voilà. Là, vous avez remarqué tout à l'heure, en fait, on a mis en dur en fait les valeurs. Bien sûr, dans un autre projet, vous voudriez peut-être alimenter dynamiquement ce dictionnaire. Donc il se trouve que Dialogflow derrière, en fait, il y a une API qu'on peut utiliser pour créer dynamiquement les intents, créer dynamiquement les entités et d'autres choses. Le fulfillment, ça on a vu. Guillaume tout à l'heure a parlé du SDK. Donc, effectivement, donc, sur Actions on Google, il y a un SDK JavaScript, Node.js. Dialogflow, alors, vous savez en fait, Dialogflow vous permet de faire des bots pas que pour assistants, mais pour Slack, pour Facebook, Messenger, pour Twitter, Cisco Tropo, pour pas mal de choses. Ok, on est protégé. Et du coup, en fait, ce qui communique, ce qui transite, ça va être des schémas de JSON, en fait. Donc, voilà, donc même si vous n'avez pas de compétences Java chez vous, Node.js, vous pouvez le faire en Java, en PHP, en Ruby, ce que vous voulez, à partir du moment où vous parsez ce JSON. Donc là, c'est un JSON de request. Si vous voulez, vous avez aussi la possibilité de tester votre bot pendant que vous le construisez directement dans Dialogflow, en discutant avec, pour tester qu'il a bien matché ou pas, et en débuguant en fait. Ça permet vraiment juste de débugger, on va dire. Nous, tout à l'heure, le test que j'ai fait avec la partie visuelle, c'était dans la console d'Actions on Google. L'assistant. De l'assistant, parce que voilà, on l'a fait pour l'assistant, pour les Google Home, les téléphones. C'est pour ça que je l'ai testé plutôt dans cette console-là, plutôt que directement dans Dialogflow. Si vous faites un bot pour Slack, testez-le là plutôt. Si vous faites un dialogue pour assistant, il y a un outil qui s'appelle la console assistant du coup, pour tester. Donc, les intégrations, on en parlait. Hop. Je crois que c'est la partie du coup. Ouais. Mais je peux la dire après. C'est simplement tout ce qu'on a dit pour l'instant. Comment faire en sorte que votre chatbot soit simple, naturel, etc. à utiliser. Il y a tout un tas de bonnes pratiques à suivre. Et là, à cette URL-là, il y a tout un tas de guides qui expliquent comment fonctionnent finalement les conversations humaines. Il y a même une checklist qui nous dit tiens, faut que vous ayez pensé à ça en définissant les dialogues, les conversations. Donc ces ressources-là sont très intéressantes. Et je précise que c'est avant d'entamer le dev, tout ça en fait. C'est vraiment dans la phase de conception, avec vos designers et vos puis après la partie checklist, avant de passer en prod, on peut revérifier si on a checké toutes les... Mais effectivement, ça donne un bon... Pour démarrer, il vaut mieux les avoir lus et on a plus de chances d'avoir des dialogues sympathiques. Donc on a, comme on disait, différentes surfaces. Donc nous, on a fait la première démo avec le Home pour la voix, ensuite avec la partie visuelle, en tout cas dans la console. Donc on parlait de code. Donc nous, on a utilisé le SDK JavaScript avec Node.js et c'est pas très compliqué à utiliser. Donc on a utilisé ce SDK, le code qu'on a développé, on l'a déployé sur Google Cloud Functions, qui est la solution serverless de Google Cloud Platform. Donc il y a App Engine, il y a Cloud Functions. Et Cloud Functions fait tourner du Node.js. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé Cloud Functions pour ça. On peut utiliser aussi Firebase, qui est aussi une autre solution
super sympa pour tout ce qui est mobile, web, riche, etc. Donc là, par exemple, à la dernière ligne, on voit qu'on utilise la librairie de Firebase Functions, mais on peut utiliser autre chose. On n'est pas obligé d'utiliser ça. Donc on importe notre package et on définit comment on va réagir à tel ou tel intent, telle ou telle intention. Là, en l'occurrence, voilà, j'ai un intent qui s'appelle tel fact. Et en fait, après, donc on a cette variable qui est passée à notre fonction, la conv, qui est la conversation. Et on a différentes méthodes, par exemple ask pour poser des questions. Et on peut passer différentes choses. On peut passer du texte, ou on peut passer, comme ici, dans la deuxième ligne, des suggestions. C'est les petits, je ne sais pas si vous aviez fait attention, mais quand on a testé dans la console, on voit des petits, ils appellent ça des chips, des petits boutons, en fait. C'est pas grave, de toute façon, on le revoit après. Des petits boutons, et on peut définir des réponses plus riches que simplement du texte et de la voix. Donc là, on va regarder... Ah, on a dû appuyer, c'est pas grave. Là, on va regarder un petit peu de code. Donc là, vous avez vu la structure. Alors, donc on a... Alors, je vais déjà juste passer... Ouais, je suis même pas sûr, je suis pas obligé de le montrer à Marc-Claude, sur les allergènes. Moi, on s'est fait une petite fonction qui, elle, va regarder, vous vous souvenez là, du site tout à l'heure, qui est ici. Ouais. En fait, il n'y a pas d'API pour récupérer les informations sur les allergènes, sur les pollens. Du coup, on a un peu reverse engineeré le truc et on récupère les images. Ouais, c'est des images GIF en fait, c'est des images GIF, informations. Et on lit les images GIF pour voir les couleurs qui sont associées avec les allergènes. C'est rigolo. C'est un petit hack. Donc, on a un petit peu de code qui fait ça, qui parse les images, qui récupère, voilà. C'est du détail, l'implémentation. Donc c'est un petit détail. Ça, c'est hors chatbot. Donc ça, c'est fait, mais nous, dans notre fonction du chatbot, on va appeler cette API-là, parce qu'on s'est créé une API parce qu'on en avait besoin. Donc ici, on va retrouver le code qu'on mentionnait tout à l'heure. Donc par exemple, ici, là, j'importe toutes les classes qui m'intéressent. Du nœud, alors attends, je vais mettre ça en fermé, comme ça, qu'est-ce que je dis, du package node actions on Google, et après j'ai différentes intents pour lesquelles j'ai activé le fulfillment parce que j'ai besoin de faire de la logique, d'aller chercher les informations sur les allergènes. Donc là, j'ai celui-là sur le niveau allergique, j'ai aussi celui-là pour une information sur un allergène particulier, et un autre par exemple pour la liste des allergènes. Et alors, on va regarder peut-être celui-là sur le niveau allergique. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends, j'appelle ma fonction là, qui récupère les infos dans les GIFs. Et je vais regarder le JSON que j'ai créé. Pour chaque allergène, je vais en fait créer, en tout cas dans la partie visuelle, vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait un tableau qui montrait tel niveau de risque pour tel pour tel allergène. Donc, de toute façon, on l'avait encore peut-être d'ouvert, ou si je mets risque allergène. Ce qu'on voyait tout à l'heure, alors là, il est en train de parler. Ah oui, il faut que je remette le département. 59, par exemple. Hop, on va le revoir apparaître ici, le temps qu'il réponde. La 3G, le tethering, c'est pas idéal. Et donc, par exemple, ici, il y avait du texte et il y a aussi ce tableau là que j'ai retourné ici. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est mon tableau. Donc, il y a le texte et aussi ici la table que j'ai retournée, puisque j'ai créé la table avec les informations que j'avais. Et puis voilà, on peut poser des questions, etc. Donc, voilà à peu près la structure. J'ai aussi utilisé d'autres... Il y a des cartes, par exemple, quand il y avait la liste des allergènes avec la... Non, pas la liste, mais un allergène particulier avec la photo. On voit qu'on peut passer des images pour avoir des retours riches. Donc des boutons aussi. C'est les petits... Hop. On va revenir... attends, est-ce qu'il y a autre chose que je voulais montrer? C'est tout sur le code. Non. Voilà, principalement avec le SDK, effectivement, il y a beaucoup de taf qui est fait derrière. Mais encore une fois, si vous n'avez pas la possibilité... Toutes les informations que Guillaume vous a montrées, derrière, elles sont transcrites en fait en JSON, qui est retourné du coup à la plateforme. C'est vrai qu'après, le SDK facilite le travail.
Donc un autre truc aussi, mais que je n'avais pas dans mon code, c'est qu'une bonne pratique des fois, c'est pas forcément donc ce qui est dit au travers du Google Home, ou même quand on parle à son téléphone sans regarder forcément l'écran, entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Donc on a vu par exemple des tables, mais les phrases qui sont dites peuvent être différentes de ce qui est écrit aussi à l'écran. Parce que des fois, enfin, c'est pas des fois, c'est que l'être humain quand il lit plus d'informations, il trouve plus rapidement l'information dans une phrase parce qu'il a tout sous les yeux. Tandis que quand on écoute, c'est plus difficile, c'est plus compliqué et on parse ce qui est dit en temps linéaire, mais on n'a pas la vision globale des choses. Donc c'est mieux de dire quelque chose assez succinct à l'oral, voire quelque chose d'un petit peu plus compliqué à l'écrit. Donc on peut mettre speech pour la voix et text pour l'écrit. Voilà, donc ce qu'on voyait là, les petits boutons là par exemple ici, je ne sais pas si on le voit bien, à peu près. Ça marche quand on zoome. Donc les petits boutons, quand il a, désolé, c'est pas très joli. Les petits boutons, donc c'est des suggestions. Donc par exemple, quand je repasse en arrière, quand moi j'avais la liste des allergènes, je suggérais, si vous voulez, vous pouvez demander des informations pour tel allergène, voir la carte de risque des allergènes. Et ça permet en fait de guider aussi la conversation, d'engager aussi d'engager avec l'utilisateur et que l'utilisateur arrive à acquérir le plus d'informations rapidement sur le sujet. Donc les cartes, c'est ce que j'avais quand je montrais un allergène particulier où on peut mettre des photos, des descriptions. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les petits boutons comme tout à l'heure en bas. On a pour les... Après j'allais juste dire en fait, effectivement il y a ces widgets-là et chaque widget a une fonction particulière. Justement c'est slide suivant. Il ne faut pas utiliser le widget pour les mauvais use cases. Donc là par exemple, de design. Quand on a plusieurs réponses, typiquement, on va utiliser une liste ou un carrousel. Donc une liste, c'est celui qui est à droite. On a des choses de manière verticale jusqu'à 30 éléments qu'on peut afficher. Et quand on a moins d'éléments, mais on veut avoir peut-être l'aspect visuel avec des images un petit peu plus proéminents, on peut utiliser le carrousel où on fait avec son doigt de gauche à droite ou de droite à gauche pour voir avant, après, etc. Quand on veut comparer par exemple des choses, alors que la liste c'est peut-être pour faire un choix. Ou aussi ça va dépendre, moi j'avais 19 allergènes, je ne pouvais pas par exemple utiliser un carrousel parce que j'ai le droit que d'en utiliser 10. Après on peut aussi implémenter de la pagination pour aller voir, non ce n'est pas dans cette liste-là, voir la suite. On peut éventuellement peut-être revoir la conversation, revoir le dialogue aussi. Oui. Ce qui est, par exemple quand j'avais la liste des allergènes, alors je crois qu'on avait recoupé le son, mais par exemple, il y a un moment, je dis la phrase, oui, alors vous pouvez avoir des informations sur les 19 allergènes suivants, et il y avait la liste. Et là, il prononce les 19. Et ça met 1 minute juste à écouter la liste des allergènes, ce qui n'est pas très user-friendly, c'est un peu un anti-pattern. Donc, à moi de repenser la conversation, peut-être pour ne donner que les allergènes les plus importants, les plus courants, mais je connais également d'autres allergènes, et voulez-vous connaître la suite, etc. On peut essayer de simplifier les choses pour que l'utilisateur ait une information rapidement, directement, sans avoir à attendre une plombe qu'il ait fini sa phrase. Là, vous avez vu, quand je posais la question de savoir quel est le risque, le niveau d'allergène dans le Nord, j'étais obligé de rajouter après le département. Alors, j'aurais pu poser la question en mentionnant le département directement dans ma phrase. Il m'a demandé l'information sur le département, parce que j'ai oublié de la donner. Mais aussi, il y a un autre aspect. On peut faire aussi des demandes sur des informations spécifiques sur l'utilisateur. Par exemple, sur son nom, sur son positionnement géographique. Et en l'occurrence, au lieu de donner par exemple, imaginons, je viens ici pour la conférence, mais je ne sais pas dans quel département on est, pourquoi pas. Et l'assistant, le chatbot, pourrait très bien demander est-ce que vous m'autorisez à connaître votre position, précise ou pas précise. Moi, en l'occurrence, juste de connaître le code postal, c'est suffisant pour moi, vu que c'est par département. Donc, on aurait pu aussi implémenter ça en demandant la permission. Parce qu'en fait, le chatbot n'a pas vraiment d'informations sur l'utilisateur avec lequel il est en train d'interagir. Donc, vous n'êtes pas vraiment traqué en quelque sorte. Et il faut demander l'autorisation pour que votre chatbot ait le droit de savoir
à quel endroit vous vous trouvez. En fait, en appelant ces méthodes-là, on va dire la plateforme, toute seule, automatiquement, va gérer cette interaction de demande de permission. C'est-à-dire que là, c'est plus votre bot qui va parler, c'est plutôt le runtime en fait. Vous allez communiquer le contexte, et puis le bot va compléter pour avoir les bonnes informations. Donc ensuite, quand on veut réellement, par exemple, si je fais un chatbot pour, je sais pas, le roi Merlin ou peu importe, maintenant, il faut dire Decathlon, j'essaie de trouver des marques qui habitent dans le coin. En fait, justement, vous allez faire un chatbot de suivi de commande. J'ai fait une commande sur voilà, Decathlon, n'importe. Et par contre, du coup, là, j'aimerais vraiment connaître qui est mon utilisateur. Mais dans votre système à vous, donc il y a le système de Google avec les comptes Gmail et autres, mais il y a le système qui habille Decathlon, etc., avec son propre compte. Donc comment est-ce que Google, l'assistant, là, peut savoir que c'est la personne identifiée sous tel autre nom, login, etc., chez vous? Ben, en fait, on peut utiliser ce qu'on appelle le account linking, qui fait le lien en fait, entre l'utilisateur côté Google et l'utilisateur chez vous. Donc ça utilise des flows OAuth pour pouvoir s'authentifier l'un et l'autre. Ça, si vous faites du coup des projets pro, à 100%, vous allez devoir linker votre client. 100%. Là, par exemple, tu vois, moi, c'était pas un projet pro, j'avais pas besoin, oui, mais bien on sûr, peut imaginer optionnel. que je stocke les préférences. Oui, je sais que c'est Guillaume, donc il est plutôt dans le 94, je vais stocker ses préférences. Mais là, on a souvent du suivi de commandes, par exemple commander en ligne, donc adresse de livraison, c'est mieux qu'on ne va pas répéter à chaque fois qu'on veut faire une commande, ces informations-là. Donc toujours, ou une banque, vous voulez consulter votre solde, il va falloir être capable de faire le lien entre ces comptes-là. Ensuite, il y a d'autres choses qui arrivent, par exemple les transactions. Donc, quand on fait effectivement des commandes sur Internet, il y a un système de transactions. On ne sait plus s'il est déjà dispo en France, mais il est disponible aux États-Unis, ce système-là, qui permettent donc de faire des paiements en ligne, etc. Ce qu'on n'a pas couvert aussi, c'est donc il y a tout ce qui est l'intégration avec la maison, avec vos device IoT et compagnie, qui peut être intéressant. Et il y a aussi un petit truc qui est assez fun, donc c'est les kits. On a ce qu'ils appellent l'Assistant SDK, en fait, c'est le fait de, donc au lieu d'utiliser un téléphone, l'assistant Google sur Google Home, etc., vous pouvez aussi créer avec vos Raspberry Pi et tout ça, vos propres chatbots intelligents en fait, sur des objets connectés. C'est ça, avec votre propre hardware, vos propres use cases, vous avez juste le SDK installé, et puis derrière, vous avez la main sur tout en fait. Ça utilise la technologie derrière de Google pour la compréhension du texte, etc., les dialogues et tout ça. Vous pouvez fabriquer votre propre frigo, on va dire, avec l'assistant dedans si vous le souhaitez. Et moi, j'avais un client qui souhaitait faire une sorte d'assistant qui accueillait les gens quand les gens... En fait, non, c'était pour faire passer des entretiens, une sorte de DRH virtuel, non, ou d'assistante ou secrétaire peut-être virtuel qui accueille les gens. Et donc, ils avaient pensé utiliser ça. Je ne sais pas s'ils l'ont fait d'ailleurs au final. Après, donc, vous avez vu, quand on invoque son chatbot, on dit, ben voilà, ok Google, je veux parler à Pollen en France. Mais il y a un autre truc qui est sympa, on n'a pas trop le temps de le démontrer, mais on peut aussi invoquer un intent particulier. Donc je peux dire, ok Google, je voudrais parler à Pollen en France et lui demander la liste des allergènes pour aller directement, plutôt que d'attendre, oui ok bonjour, vous parlez à machin, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et ben, vous pouvez automatiquement aller à la question et à la réponse, qui est plutôt pratique. Ensuite, après, donc là, on fait tourner automatiquement ce chatbot sur notre Google Home parce qu'il est connecté aussi, du coup, il utilise le même compte que celui que j'ai utilisé pour développer. Donc, ce qui est super pratique quand on développe parce qu'on peut tester directement sur les devices, sur son téléphone, sur le Google Home. Mais après, vous pouvez soumettre cette application, ce chatbot, dans le répertoire, dans le store. Alors, c'est pas un store, parce qu'on ne les achète pas, mais voilà, dans
dans le répertoire de tous les assistants, de tous les chatbots pour la plateforme. Donc ça, c'est encore une fois quand vous utilisez l'assistant Google. Si vous faites vos propres chatbots pour votre site web, Slack, Messenger ou je ne sais quoi, vous n'avez pas besoin de passer là-dessus. Mais en tout cas, ça existe pour permettre aussi aux gens de découvrir, je ne sais pas, si je cherche, est-ce qu'il y a un chatbot sur Decathlon, je peux utiliser ce répertoire pour trouver ça. Donc tout un tas de liens, donc on postera les slides tout à l'heure. Tout à l'heure, Il faudrait qu'on remette nos Twitter, j'ai la fin, forge, Emmanuel. Oui, on les remet. C'est le dernier slide. Donc il y a tout un tas de liens qui pourront vous aider à démarrer. Par exemple, même les Code Labs, je vous invite à essayer. C'est des tutoriels guidés qui vous permettent de créer vos premiers chatbots, c'est super sympa. Il y a un programme où on peut gagner des t-shirts. Alors, pas ceux-là, c'est d'autres t-shirts. Mais aussi, celui-là, je ne sais pas celui que j'ai gagné. Ah, je sais pas. Moi, je n'ai pas eu celui-là. Mais... et il y a aussi des crédits sur Google Cloud Platform. Donc, pour pas que ça vous coûte un rond pour faire tourner votre code. Alors, déjà, c'est un quota gratuit. Il y a un quota gratuit, donc ça ne vous coûterait pas un rond. Mais avec ça, vous avez $200 par mois pendant un an. Voilà, c'est ça. Ce qui est cool. Plutôt pas mal. Mais même pour découvrir Google Cloud Platform, ça peut être sympa. En plus des $300 gratuits. Et puis, donc voilà, si vous avez des questions, soit là aujourd'hui, parce qu'on est là, et on va monter tout à l'heure comment on appelle ça, au Office Hours, à l'étage. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions après, j'ai la forge et Manekineko. Je précise juste effectivement que ce talk a été exprès pas trop technique pour vraiment rassembler tout le monde et puis faire découvrir encore plus la plateforme. Sinon, nous, sur les réseaux sociaux, on écrit des articles techniques vraiment détaillés sur différents aspects. Si vous voulez en savoir plus, par exemple, sur l'authentification, sur les permissions, sur les intents, ainsi de suite. Voilà. Et sinon, on est encore là jusqu'à 16h30. Yes. Allez, après, on prend notre train. Oui. Merci beaucoup. Merci.